de la Horde de Christ. Non, non. Vous parlez de la Horde de Christ, non? Hey, Maria Loredana, please. Donde, a que horas é que ele filme? A que horas? Mas, não, tem que ir meia hora. No, we wait. A que horas é que é aquele... O quarto para o meio-dia. E ele acaba a que horas? Meio-dia um quarto. Meio-dia um quarto. Então ao meio-dia começo a dizer para ele... Fermez la bouche, né? É assim que se diz em francês. Un momento la introducción de Manolo Ladrón de Guevara, que está arriba, yo un momentito va a explicar, lo vado a aportar. Chi? Manuel Ladrón. Perché sta una riunione. Sì, lo so. Sì. Está em uma reunião. Sì, lo so. Ah, ok. Ah, obrigado. Do outro lado, obrigado. Parla una lingua strana. Ok. Polaco, cinese. Polaco espanhol, sim. Quem é este senhor? O que está fazendo na minha plataforma? Excusez-moi, je suis obligé d'attendre parce que c'est Manuel qui devait me rejoindre, il ne me dit rien. E por default sou moi. L'heure est tournée, il est presque moins le quart. Bon. Moi, je prends seulement 5 minutes, c'est pour ça, pas de problème. 5 minutes. Et moi, je te donne 10 minutes sur mon Bon, ben alors, il vaut mieux que je parle pas, alors. Voilà, Vous c'est encore mieux. Non, vous Bon, parlez... alors, je termine mon allocution. Vous parlez Voilà. 15 Non, minutes. Non, mais Non. c'est pas correct, quoi. Je suis pas content du tout. 30 minutes. Non, c'est ce que 45 minutes. c'est ce que j'appelle du sabordage. Pourquoi? Bon. Non, donde è Manuel? Non, je comprends pas. Ah, vieni. Oui, mais en haut dans une réunion encore. Vieni ici, Oui, vieni ici, un moment. il était là tout à l'heure. 2 minutes. 1 minute. Non, mais c'est pas possible. On peut pas parler. Je Possible. peux pas parler. Moi, j'ai calculé sur une demi-heure, pas. Mais vous... Non, parce qu'après, il y a deux autres conférences. À 13h, c'est moi, c'est vraiment Non, Ouais. sans aucun problème. Bon. si je suis le modérateur, Non, mais- vous va parler tout qui tienne. Tout. Mais Tout non, très mais haut, ça va bien pour c'est moi. normal. Je sais pas pour. 40 minutes. Oui, 40 Ah minutes. oui, c'est je la sais, je seule lui ai dit. Il a profité Oui, mais vous, la pause café. là. 50 minutes pour vous. Non, il faut. Bon. Non, très bien. Oui. Ben, Maria Loredana est partie. Peut-être. C'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui dit ça? Oui, c'est vrai, Ah c'est non, vrai. je peux parler. Oui. C'est vrai, Non, mais c'est je vrai. comprends pas. Bon, je peux commencer. Oui? Say that you are so low. Yeah, commencez, oui. First time, so it's really Oui, mais ça aurait été plus correct qu'il vienne me le dire. Voilà, c'est tout. Dispensa la Je suis presentación déçu que- voilà. nuestro próximo orador, Michel Telliard. Non, de- ok. everybody must know. If they don't know, No, Ok. they know you. we'll kill them. Bon, alors écoutez. Oui, je commence. Alors, j'ai une... alors, je vais parler en français parce que, bon, c'est difficile. Ouais. C'est difficile de faire autrement. Et je n'aurai pas d'image à vous montrer parce que je me suis aperçu que le sujet dont je vais vous parler, l'actualité de la noblesse en France, l'action de l'ANF, perspective et avenir, il n'y a aucun texte que vous trouverez sur ce sujet. Parce qu'il y a très peu d'auteurs en France qui s'intéressent à la noblesse. Il y a un auteur que je connais qui s'appelle Éric Mansion-Rigaud, qui écrit des livres sur la noblesse. Il est professeur à la Sorbonne. Le reste, c'est dans l'ignorance totale. Il y a un ou deux journalistes, tels que Guillaume de Morand, qui écrit dans Marianne, mais c'est quand il y a des scandales à propos de la noblesse, tels que les tentatives pour rentrer dans la noblesse. Alors là, il crache du papier. Voilà.
Bon, alors, je commencerai par dire que parler de la noblesse française, c'est tout de même un peu douloureux pour ceux qui y appartiennent, parce qu'il y a 230 ans, la Révolution avait éclaté et qu'à cette occasion, la noblesse a failli disparaître en France. Elle n'a pas disparu, je le montrerai, mais c'était tout de même un souvenir très douloureux, même un traumatisme, qui continue encore en France, on peut le dire. Alors, pour aborder ce sujet qui n'est pas facile, qui est complexe, je le ferai en 3 parties, aussi courtes que possible. D'abord, les caractéristiques de la noblesse française contemporaine. S'entend bien, contemporaine. Je ne parlerai pas du 19e siècle, uniquement du 21e siècle. L'action les caractéristiques donc, de cette noblesse, je vous donnerai quelques données chiffrées qui sont importantes à connaître. Ensuite, l'action de l'ANF, le siège à Paris et en province, et les perspectives et avenirs de la noblesse en France. Alors là, je me lance dans la prospective parce que je ne suis pas médium d'abord, et ensuite, je ne peux pas savoir, je ne peux pas augurer de ce que feront nos enfants et petits-enfants de cette qualité précieuse et devenue très rare d'appartenir à la noblesse en France. Je lancerai simplement quelques pistes qui permettront de voir un petit peu dans l'avenir. Alors, les caractéristiques de la noblesse française contemporaine. Alors, la noblesse en France a toujours eu un rôle ambigu et souvent contradictoire. C'était le corps social le plus fidèle à la monarchie et elle l'a toujours montré en servant dans l'armée de terre et dans la marine des rois, où elle a versé très généreusement son sang. Mais en même temps, c'est ce corps social dont le pouvoir royal s'est le plus méfié et a exercé à son encontre les plus grands dommages. Alors, je rappellerai simplement l'épisode de la Fronde. La Fronde, c'est une période d'agitation profonde auprès du pouvoir royal. Et il faut se rappeler que pendant la minorité de Louis XIV, quand il avait 5 ans, il s'est enfui avec sa mère, Anne d'Autriche, pour échapper à la grande noblesse qui était dressée contre Mazarin. Donc il s'est enfui de nuit et il en a gardé un souvenir, on peut dire, pendant tout son règne qui a été le plus long. Il a régné 70 ans ou 75 ans, j'ai plus les dates, mais enfin ça a été le plus long. Rappelons-nous aussi les centaines de châteaux que Richelieu a fait abattre pour contraindre la noblesse, qui était traditionnellement orgueilleuse et rétive, à se soumettre au pouvoir royal. Évoquons encore le château de Versailles, qui avait pour but, bien sûr, de montrer la magnificence des rois, mais c'était aussi un moyen pour attirer la noblesse de province et dépendre du roi, et comme ça, il ne restait plus en province à fomenter des complots contre les rois. Donc ça, c'est... Alors, selon moi, les caractères les plus apparents de la noblesse en France, c'est l'unité de sa représentation nationale. Par exemple, par rapport à un pays comme l'Espagne, qui a la Grandeza, qui a l'ordre royal des Hidalgo et des sociétés militaires de noblesse, en France, il n'y a qu'une représentation, c'est celle de l'association d'entraide de la noblesse française. Alors, à l'ANF, donc Association de la noblesse française, si l'on met à part les quelques princes, il y a 8 princes officiellement admis par le pouvoir même républicain, et les 38 ducs reconnus par le Conseil du Sceau du ministère de la Justice. Ça prouve au moins qu'on a une certaine considération des pouvoirs publics, mais rien de plus. Rien ne différencie les représentants de ce qui est nommé les grandes familles. Je citerai simplement au hasard les familles, par exemple, de Noailles, de Brissac, famille de Blois, de Nicolaï, il y en a bien d'autres,
des familles moins connues ou moins illustres, mais tout autant honorables. Parce que c'est l'explication de l'adage qui veut que tous les nobles soient égaux entre eux. C'est vrai, ils ont été distingués à un moment donné de leur vie par les souverains, et que ce soit les plus humbles ou les moins connus ou les plus élevés, ils sont tous sur un pied d'égalité. Être noble en France, alors là je vais vous lire une citation qui est importante à comprendre. Être noble de nos jours, c'est l'article 3 des statuts de l'ANF qui est fondamental. Être noble de nos jours en France, c'est le membre dont la famille paternelle, les mots sont tous importants, c'est celui dont la famille paternelle appartenait jadis indiscutablement à la noblesse, c'est-à-dire celui qui peut justifier de sa filiation naturelle, donc sans adoption. D'ailleurs, à la commission des preuves, j'applique la formule pour les dossiers que j'étudie, ni adoption ni divorce. Ce n'est pas facile à appliquer, surtout aujourd'hui. Donc, celui qui peut justifier sa filiation naturelle, donc sans adoption, est légitime. Légitime, les preuves sont apportées par les certificats de mariage civil et religieux, jusqu'à l'auteur de la ligne directe et masculine dont on peut produire un acte officiel et souverain reconnaissif de noblesse régulière et française, parce que l'ANF ne reconnaît pas les noblesses étrangères, acquises et transmissibles. Donc tous ces mots sont très importants. C'est à nouveau aujourd'hui beaucoup d'hostilité de la part du pouvoir républicain, d'abord sur le principe d'égalité, puisque l'ANF promue la filiation au premier enfant mâle reconnu, alors que les pouvoirs républicains prônent l'égalité de tous les enfants, y compris les enfants naturels et adoptés. Donc, vous voyez, c'est directement frontal. Et alors, l'association de la noblesse française, j'en parlerai plus loin, est admise, bien sûr, puisqu'elle est légale, elle est même reconnue d'utilité publique, mais elle n'est pas reconnue d'utilité générale. Alors, la différence entre les deux, elle est reconnue d'utilité publique parce qu'elle a une action d'entraide importante auprès de ses membres, notamment des moins fortunés, en délivrant des bourses, mais elle n'a pas l'autorité reconnue d'intérêt général, si bien qu'elle ne peut pas distribuer à ses membres de reçus fiscaux. Donc, les cotisations, c'est une association, il faut bien qu'elle demande des cotisations, ne sont pas déductibles des impôts. Ça, et je vais même vous dire que très récemment, l'ANF s'est vue infliger par une inspection des services fiscaux et s'est vue attribuer, parce que justement on lui a reproché ce manque d'intérêt général, une amende parfaitement illégale d'environ 3 millions d'euros. Ah, évidemment, on a des avocats qui ont protesté auprès du Conseil d'État, et tout récemment, c'est cette année, le duc d'Unès, qui est le président maintenant de l'ANF, a annoncé que grâce à l'action qu'ils avaient menée, ils avaient pu récupérer l'amende, cette amende injustifiée de 3 millions d'euros, et des intérêts de retard, mais c'est tout, pas la déductibilité des reçus fiscaux. On en est là. C'est vraiment, c'est la guerre, je veux dire, permanente, sans coup de feu pour l'instant, mais il y a toujours des coups de feu. Attendez, il suffit d'avoir une tendance un peu dure du point de vue des pouvoirs publics. Voilà. Donc vous voyez, une amende de 3 millions d'euros pour une association, c'est bon. L'autre caractéristique de la noblesse française, c'est son unité, donc j'en ai parlé, son unité de représentation, mais sa diversité d'origine. Alors, faute de temps, je ne peux pas vous indiquer en quoi
différencie la noblesse d'Ancien Régime de celle... Alors, il y a d'autres noblesses qui sont venues ajouter. Alors, pour donner quelques chiffres, au jour d'aujourd'hui, où on reconnaît, tous les auteurs s'accordent, environ 3200 familles françaises appartenant à la noblesse, la noblesse d'Ancien Régime représente à peu près 1640 familles. Le reste, ce sont des familles du 19e siècle. Alors, je vais vous énumérer. Il y a celle dite d'Empire, la noblesse d'Empire qui a des caractéristiques très spéciales. Il y a eu 239 inscrits. Et en plus, elle est particulière parce que cette noblesse d'Empire est presque toujours titrée et reposant sur un solide majorat de sécurité pour éviter que les familles ne tombent dans la misère. Donc, voilà. Alors, il y a des familles de la Restauration. Donc, la Restauration, c'est à partir de 1815. Famille de Restauration, il y a 267 familles qui ont été admises sous Louis XVIII et Charles X. Alors, il y a aussi la noblesse très peu nombreuse de la monarchie de Juillet, avec 21 familles. C'était Louis-Philippe d'Orléans. Et enfin, celle du Second Empire, qui nomma 36 membres dans l'ordre de la noblesse. Donc, au total, et sous réserve toujours d'erreurs possibles, il y a 300... à côté des 1640 familles d'Ancien Régime, il y a 563 familles du XIXe siècle, qui sont toutes reconnues nobles, puisque c'était le pouvoir souverain qui accordait la noblesse. Alors, voilà. Et quelques chiffres ci-dessus. Alors oui, ce qui est important de savoir, c'est que 3200 familles, ça représente, retenez bien ce chiffre, 0,2% d'une population française de l'ordre de 65 millions d'habitants. C'est à comparer aux près de 100 000 noms de noblesse usurpés ou d'apparence noble, qui sont très souvent accompagnés de titres ronflants, qui sont évidemment faux. Donc, 0,2%, retenez bien ce chiffre. C'est très faible. Alors, ces quelques chiffres vous permettent d'apprécier l'évolution numérique de la noblesse en France depuis plus de 3 siècles. Vers 1700, 15 ans avant la mort de Louis XIV, un auteur évaluait la noblesse à un peu moins de 50 000 familles, soit environ 234 000 individus, et quelques 0,9% d'une population française qui était à l'époque estimée à 26 millions d'habitants. Je ne parle pas de la Savoie et le comté de Nice qui ont été intégrés plus tard. En 1900, il existait encore, malgré les fortes pertes de la période napoléonienne, 5033 familles authentiquement nobles. En 1975, ce chiffre était tombé à moins de 4000 familles, mais il y avait eu l'hécatombe de la guerre 1914-1918 qui avait vu disparaître à jamais 976 familles nobles qui comptaient un grand nombre d'officiers. Les officiers étaient toujours à l'avant des troupes, donc c'était les premiers à tomber. Soit une extinction définitive de près de 20% du corps de la noblesse. Alors, si on peut s'en tenir à ce nombre très réduit en France de 3200 familles de noblesse authentiques et confirmées par un acte souverain, il y a lieu d'ajouter, alors on verra le rôle de la commission des preuves, des familles qui n'ont pas été recensées. Alors, pour aller vite, je donnerai 2 raisons. Elles n'ont pas été recensées. Certaines étaient protestantes. Donc, vous savez qu'avec la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV, des familles, il y en avait qui s'étaient expatriées en Allemagne, même en Amérique, en Angleterre, en Russie, un peu partout. Il y avait des familles qui s'étaient maintenues. Elles étaient protestantes, mais leurs actes de baptême, de mariage, de sépulture n'étaient pas reconnus par on ne pouvait pas
enfin, il n'était pas authentiquement reconnu, donc ça se pratiquait ce qu'on appelait dans le désert. Donc ces familles qui étaient de la noblesse réapparaissent aujourd'hui où elles ne sont plus menacées par la, par la coupure de ce qui s'est passé sous Louis XIV, peut-être que la révocation des lignes notes, et elles réapparaissent petit à petit. En gros, on arrive à retrouver, comme ça pas très connu, une dizaine de familles par an. Voilà, c'est pas beaucoup, mais ça s'ajoute aux autres. Alors, il faut savoir aussi que, je vais en parler, que l'ANF, c'est 2400 familles inscrites, donc il en reste à peu près, pour arriver au chiffre de 3200, environ une différence de 900 à 1000 familles qu'il sera très difficile de trouver, pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, elles sont représentées plus que par un ou deux hommes, et qu'elles trouvent que ce n'est pas utile de s'inscrire si leur famille va disparaître. Ça, c'est très compréhensible. D'autre part, il y a des familles qui ne veulent pas être enregimentées dans l'ANF. L'ANF, ce n'est pas un pouvoir contraignant, mais bon, elles veulent parler pour elles-mêmes et sans passer par l'ANF. Voilà. Maintenant, j'en viens. Ah oui, alors, je dirais que... attendez. Ah oui, alors, je voulais dire une chose, mais j'en parlerai tout à l'heure dans l'armorial de l'ANF. Je ne suis pas très d'accord avec ce qu'a dit le marquis de Casaréal hier, que noblesse égale armoirie. Les armoiries en France, comme on l'a dit, comme Michel Popov l'a rappelé hier, sont de libre disposition. Donc, il y a énormément de gens qui possédaient des armoiries sans appartenir à la noblesse. Il suffit de savoir qu'il a existé, heureusement, il n'a pas été détruit par l'action révolutionnaire, ce qu'on appelle l'armorial général de France, qui résulte d'un édit de Louis XIV de 1696, qui recense à peu près 100 000 armoiries en France, qui à l'époque était, en fait, c'était un impôt déguisé, ou à peine déguisé, si bien qu'il est très mal rentré et que les gens faisaient tout, notamment la vraie noblesse, pour ne pas figurer dedans, ce qui est compréhensible, et il rentrait tellement mal qu'il a été rapporté en 1709. On l'a terminé. Et je me demande même à ce sujet si l'exécration des révolutionnaires contre les armoiries ne provient pas de cette époque, parce que ça leur rappelait trop une époque où on était obligé d'aller chez les gens, de vérifier leurs armoiries et puis de les taxer de, je crois que c'était 20 livres à l'époque, ce qui représentait une jolie somme. Voilà. Alors, donc, pour moi, armoirie et noblesse sont deux. Chacun est libre en France de prendre les armoiries qu'il veut, mais à condition de ne pas prendre celle de son voisin ou de plus connu. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens à l'action de l'ANF. C'est en 1933, il y a 86 ans aujourd'hui, que grâce à l'action de certains membres, ce n'est pas utile que vous connaissiez leur nom, a été créée l'association de la noblesse française. Depuis 1967, et en dépit de la méfiance instinctive du régime républicain à son égard, l'ANF, je l'ai dit tout à l'heure, a été reconnue d'utilité publique, démontrant ainsi que ses activités d'entraide envers ses membres et leurs enfants sont encouragées et reconnues par les pouvoirs publics. Mais ça s'arrête là. La principale action d'entraide, ce sont les bourses d'éducation qui sont procurées aux enfants de familles nombreuses et nécessiteuses. Alors, l'ANF a un siège social à Paris, 9 rue du Chevalier de Saint-Georges,
près de la Madeleine, très bien situé, où sont regroupés les services qui s'activent au nom de l'association de la noblesse, telle la commission des preuves, j'y reviendrai, le service des bourses, le secrétariat général, la direction générale, etc. Alors, elle est dirigée par un président actuellement, Jacques de Crussol, duc d'Uzès. Le duché d'Uzès est un des duchés les plus anciens en France, puisqu'il fut érigé en 1572. Alors, qui s'appuie sur un comité de 24 membres venant tant du siège que des délégations régionales. Par exemple, le président de la commission des preuves, figure de droit au Conseil. En dehors du siège, l'ANF dispose dans chaque région, en province, d'une délégation régionale avec un président et des volontaires, car nous sommes tous des bénévoles, et des bénévoles qui ont en charge d'animer les membres de la région, de proposer des activités pour les jeunes, des conférences et au moins une sortie annuelle qui en général se situe dans la propriété d'un des membres. Beaucoup de présidents régionaux figurent au nombre des membres du Conseil. Alors je voudrais maintenant insister sur deux particularités de l'ANF. La première, c'est la notion de membre annéfiable. Alors c'est un terme qui n'est pas traduisible parce qu'il est propre à l'ANF. Il s'agit de membres dont les modes de vie et les usages sont très proches de ceux de la noblesse, mais qui n'ont pas encore fait leurs preuves pour devenir un jour, éventuellement, membres de l'ANF. Alors, comme les présidents de région veillent à augmenter le nombre d'adhérents de l'ANF, ils se préoccupent de recenser les gens annéfiables. Annéfiable, ça s'écrit A-N-E-F-I-A-B-L-E, pour les inviter à participer aux activités, notamment en province. Donc, alors, ils sont invités, mais ils n'ont pas encore procuré leurs preuves. Et si ils se sentent prêts à proposer leurs preuves, on présentera leur dossier à la commission des preuves. Mais alors, c'est une notion qui est à manier avec précaution parce que certaines personnes sont invitées aux sorties de l'ANF et se croient de la noblesse. Mais tant qu'ils n'ont pas prouvé leur noblesse, parce que la noblesse ne se présume pas, elle se prouve. Donc, la commission des preuves est là pour ça. Je vais en parler. Alors, j'en viens justement à la commission des preuves de l'ANF. Bon, je l'ai dit, je n'en fais pas mystère, et j'en suis même fier, j'en suis membre depuis 2002. Alors, c'est un organe incontournable de l'ANF. Alors, l'ANF, la commission des preuves, a pour objet d'examiner la totalité des dossiers qui lui sont soumis, soit qu'elle les ait elle-même établis d'après les recherches de ses membres, soit qu'elle les lui a envoyés par le biais de ses membres correspondants de province. La commission des preuves, organe essentiel de l'ANF, se prévaut de l'adage que, je l'ai dit, la noblesse ne se présume pas, elle se prouve. Pour y parvenir, la commission est en droit d'exiger des candidats qui se présentent à elle tous les documents et toutes les preuves qui sont propres au dossier. Quand le candidat ne sait pas comment procéder, parce que c'est évident qu'en 2019 ou 2020, ne trouve pas facilement des dossiers qui sont souvent anciens, puisque je vous dis l'essentiel des familles proviennent de l'Ancien Régime. C'est souvent la recherche, c'est souvent à la demande de la commission, qui a des correspondants partout et qui a des interlocuteurs dans les services d'archives, qu'on obtient les documents qui sont demandés. Alors, autre particularité des dossiers qui sont soumis à la commission des preuves, alors la plupart des candidats, est-ce que c'est légende, est-ce que c'est véritablement, souvent on pense qu'ils ont une noblesse très ancienne. Alors, on leur dit que ce n'est pas très utile de remonter jusqu'au plus ancien de leurs membres qui pourraient être nobles, parce que plus on remonte haut pour rechercher une preuve de la noblesse, plus il faut prouver que tous les ancêtres qui
qui viennent ont vécu noblement, par des actes, Donc, il vaut mieux s'arrêter au plus récent, quitte à avoir un dossier moins flatteur, mais qui est plus facile à établir. Et ceux qui s'obstinent dans cette direction, tout en étant inscrits à l'ANF, peuvent se demander s'il y arrive ce qu'on appelle une amélioration de leur dossier, mais ce n'est pas très utile. Alors, la commission des preuves est composée de membres qui, en général, ont l'expérience de la noblesse ou qui sont propres à certaines régions. Elle compte 8 à 15 membres, plus des membres correspondants et souvent spécialisés. Les décisions sur les dossiers, il faut 6 membres commissaires, parce que tout le monde n'est pas commissaire. Il faut 6 membres commissaires au minimum pour qu'un dossier soit accepté. Sont collégiales et en cas de désaccord, les membres sont appelés à voter. Un dossier sans trop de complications peut être accepté en 1 année, mais certains dossiers peuvent prendre 2 à 3 ans afin d'obtenir les pièces manquantes. Alors, souvent, oh là là, je soumets mon dossier à l'ANF, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Bon, c'est vrai que c'est quelquefois très difficile. Les dossiers rejetés, sauf s'il est manifeste que le candidat n'a aucun titre à être reconnu comme noble, sont conservés dans des cartons qu'on qualifie être à l'enquête, jusqu'à éventuellement nouvel examen ou découverte d'une pièce qui ne figurait pas lors des premiers examens. Alors, ces dossiers à l'enquête sont précieux parce qu'il arrive toujours avec des nouveaux candidats qu'on apporte, on ressort le dossier à l'enquête et on complète le dossier. Mais il y a des dossiers qui restent comme ça 10, 15 ans avant de ressortir. Alors, voilà. Ah oui, autre caractéristique de l'ANF, sauf très rare exception, elle ne s'occupe pas des titres et de leur transmission. La transmission des titres relève du droit nobiliaire et pas du droit civil. Le droit nobiliaire était fondé sur la filiation légitime. Oui, combien? Ça va? Ah ben oui, bon. Oh, j'ai presque fini. Oui, c'est important tout de même, la transmission des titres, oui, repose sur le droit nobiliaire. Et le droit nobiliaire n'étant pas reconnu, donc l'ANF, sagement, ne s'occupe pas des transmissions des titres, d'autant plus que beaucoup des titres d'autrefois sont des titres de courtoisie. Alors, quand quelqu'un vous dit je suis marquis de machin, bon, on n'est pas toujours sûr que le titre soit exact. Alors, l'ANF aujourd'hui, enfin, les gens s'inscrivent pour... Ah oui, ça c'est très important. Pour se reconnaître entre eux, il y a des moyens. D'abord, vous avez en France un livre qui est presque une Bible qu'on appelle le Botamondain. Tout le monde n'est pas inscrit au Botamondain, c'est volontaire. Il faut payer pour ça, enfin, il faut payer pour être inscrit au départ au moins. Mais la plupart des familles nobles sont dans le Botamondain. Et puis vous avez d'autres moyens tels que le Jockey Club où il y a une tradition d'avoir des membres provenant de l'aristocratie. Moi je suis au Jockey Club aussi, c'est pas un club mondain, mais c'est un club où la plupart des gens la plupart des membres ont une origine noble. Et puis, la plus importante, je crois, de l'ANF, c'est qu'elle permet aux membres qui sont isolés et qui n'auraient pas d'autres moyens, surtout pour leurs enfants, de connaître les personnes de même milieu social, de se reconnaître. Donc, ça permet à des familles de faire connaître à leurs enfants, filles ou garçons, des personnes pouvant un jour peut-être fonder un foyer, sinon elles seraient complètement isolées. Donc, grâce à l'ANF, ça permet tout de même que les personnes isolées puissent se mettre en relation et continuer. Voilà. Alors, je terminerai.
Dans ce contexte difficile, quel devenir pour la noblesse en France? C'est la partie la plus hasardeuse de mon exposé. La noblesse en France a perdu son existence juridique en 1848. Mais c'est sa caractéristique, elle a su s'adapter à la société et aux institutions nouvelles sans renier son passé historique et ses traditions. Encore avant la guerre de 14-18, la noblesse était avant tout terrienne avec des propriétés foncières importantes et des bois qui étaient régis à partir du château de famille où vivait celle-ci. La Deuxième Guerre mondiale, le coût devenu élevé des charges de personnel, l'augmentation des impôts fonciers ont conduit peu à peu la noblesse à délaisser les propriétés terriennes. En 2018, 2019 aussi, plus de 1500 châteaux, dont plusieurs de grands prestiges, étaient à vendre. Et les prix de vente sont souvent l'objet d'âpres discussions qui conduisent à la baisse. Cette tendance du marché rend évidemment la présence de la noblesse de plus en plus difficile. Elle ne peut plus vivre comme elle le vivait autrement. Numériquement, et bien que les familles de la noblesse aient généralement plus d'enfants que les autres catégories sociales, le nombre des familles françaises authentiques va probablement encore s'amenuiser pour atteindre peut-être 0,1% de la population française, ou peut-être encore moins. Mais rien n'est sûr, car la noblesse a une faculté, je l'ai dit, d'adaptation, qui lui permet de rentrer en force dans trois domaines où elle continue à rester très active, qui sont d'une part, oui, je termine, mais j'ai commencé en retard. Hein. Oui, d'abord le premier domaine, c'est le service de Dieu, où la noblesse continue, bien que ce soit en émission, à être toujours très présente. Ensuite, le métier des armes, où la noblesse continue à occuper des postes de premier rang. Je citerai le dernier chef d'état-major général 5 étoiles, Pierre le Joly de Villiers de Santignon, frère de l'homme politique bien connu et le concepteur du site récréatif du Puy du Fou. Donc, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et puis, le domaine de l'entreprise, où, alors c'est fini, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus continuer, comme leurs parents, à posséder un château qui représente beaucoup d'efforts, beaucoup de charges, et ils s'investissent complètement aujourd'hui dans les secteurs modernes de l'entreprise, d'abord en s'inscrivant dans les filières de formation les plus prometteuses ou les grandes écoles telles l'ENA, Sciences Po, HEC, Polytechnique, Centrale, les mines, où les jeunes de la noblesse sont fréquemment classés dans la botte, c'est-à-dire en tête. Ensuite, ils s'investissent dans des entreprises de pointe ou performantes où ils sont cadres supérieurs ou dirigeants. Aujourd'hui, l'accélération du processus de mondialisation et l'économie planétaire ont entraîné une recomposition radicale des élites. Le marché de celle-ci n'est plus national, mais il est devenu largement international. La mobilité, l'habitude des séjours à l'étranger avec sa famille, la pratique des langues, et surtout d'un anglais parfait, l'expérience d'expatriés à Singapour, Hong Kong, Australie, New York sont devenus des facteurs essentiels de sélection, et les jeunes de la noblesse française, qui ne sont plus handicapés par la charge d'un château ou d'une importante propriété foncière y excellent. Alors, ils perdent peut-être un peu leur qualité de nobles, on ne les distingue plus des familles de la haute bourgeoisie, mais ils se projettent dans l'avenir, pas seulement pour eux, mais pour leurs enfants. Et c'est pour ça que je terminerai par une vue. Je ne peux pas préjuger du nombre. Genre, vous voyez, c'est très faible, on passe de 0,2, on peut passer à 0,1. Mais, sauf certaines exceptions remarquables mais discrètes,
le mode de vie et les usages courants de la vie des membres de la noblesse en France tendent à s'assimiler à ceux de la bonne bourgeoisie ou des classes supérieures. Mais ils resteront toujours avec cette volonté farouche de transmettre à leurs enfants, et ainsi de suite, jusqu'à la suite, justement, les qualités de la noblesse qui sont la persévérance, la volonté de résister et de pouvoir que leurs enfants soient fiers de leur lignée. Voilà, je termine un peu. Bon, ça a été un peu rapide, mais bon. Merci. Bon, je suis prêt à répondre à quelques questions, oui. Merci Michel et merci pour le grand honneur de ser le modérateur de votre conférence. Pour moi, c'est un grand privilège et beaucoup d'années que je tiens une plus grande admiration pour vous. Merci beaucoup. Merci. Non, je l'ai fait avec mon cœur, pas tellement avec mon... Voilà. Je vous demande pardon. On m'avait donné le microphone avant Monsieur le Marquis. Est-ce que la commission